Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière dans lequel je te synthétise des livres sur les finances personnelles et l'investissement boursier en 5 points clés et où je réponds aussi aux questions des personnes auditrices à l'aide de cas concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 137e épisode de Finances fondamentales. Je suis bien content d'être avec vous ce matin pour ce deuxième bilan trimestriel de l'année 2025. Donc avant de commencer, je vous rappelle qu'il y a eu plusieurs bilans précédemment, notamment le premier à l'épisode 8, je crois, de mémoire, 8 ou 9, 8, où je présente un petit peu plus là, chacun des FNB dans lesquels je suis investi. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus en surface, là. Je vous présente les grandes lignes, mais je ne vais pas dans le détail. Et je vous rappelle que je vous dis pas quoi faire là, avec cet épisode-là. L'objectif, c'est juste d'être transparent parce que j'apprécie, moi, ce qui arrive très peu, là, mais quand j'écoute des podcasts ou je lis des personnes qui sont transparentes. Donc, c'est vraiment pour ça que je fais des bilans, juste vous montrer ce que j'ai. Ça veut pas dire que ma stratégie est meilleure que la vôtre. Ça veut pas dire qu'elle est pire. Ça veut pas dire que c'est ça qu'il faut faire. Je suis pas encore millionnaire. J'ai pas nécessairement d'entreprise. Donc, c'est vraiment juste d'être transparent. Et je rappelle, ça va être dit dans la conclusion, mais je trouve ça important dans les bilans de le rappeler. Je ne suis pas un expert, je ne suis pas conseiller financier, représentant d'épargne collective, planificateur financier, je n'ai aucun titre. Juste quelqu'un qui tripe à lire des livres, ses finances, puis à vous les résumer. Donc, tout ce que je dis dans cet épisode-là et dans tous les épisodes, bien sûr, c'est à des fins éducatives et c'est juste pour vous faire réfléchir en vous montrant concrètement à quoi ça peut ressembler gérer ses finances tout seul. Donc, je t'invite à consulter un professionnel ou une professionnelle pour avoir des conseils qui sont spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières, donc de ce que tu vas faire après avoir écouté ce magnifique épisode. Donc, avant de commencer, je vous informe aussi qu'il y a une image, comme toujours, sur la page Facebook du podcast, il y a un lien dans la description, là, pour accompagner mes propos, si ça peut vous aider de voir les chiffres, mais je comprends très bien qu'habituellement, un podcast, on écoute ça dans un char, en faisant la vaisselle ou en courant. Donc, peut-être que vous n'avez pas le visuel, mais peut-être le regarder avant ou après quand vous allez revenir à la maison. Donc, on commence avec le bilan, les actifs. Donc, dans les actifs, je commence toujours avec le compte chèque personnel. Dans ce compte-là, le 1er juillet 2025, j'avais en fait 3 486 $ chez Desjardins sur mon accédé. Donc, je garde habituellement le minimum requis ici, là, à peu près 3 000 $ pour pas payer de frais avec le compte Desjardins. Le reste est investi à 100%. Attention, habituellement, un fonds d'urgence, c'est 3 à 6 mois. Moi, mon fonds d'urgence est maintenant sur mon Disnat dans un produit. Avant, mon fonds d'urgence qui est 5 000 $. Moi, 5 000, ma conjointe 5 000. C'était dans cash.to. Il y a un mois à peu près, 2 semaines, un mois, un mois, ouais, j'ai transféré mon cash.to vers ZMMK. Donc, qui est un produit similaire là, qui fonctionne pas totalement de la même façon, mais c'est pas l'objectif aujourd'hui de les comparer, mais il y a à peu près 0,5% de rendement de plus et le capital est protégé dans la plupart des scénarios, donc assurément protégé. Donc, maintenant, j'ai 5 000 $ dans ZMMK et j'ai 7 000 $ de plus dans ZMMK qui est l'argent que je suis supposé de me gâter bientôt avec ces sous-là. Donc, pour résumer, à peu près 3 500 $ là, dans mon compte chèque. Et la moitié du compte conjoint, c'est 2 830. Un petit peu plus élevé ce mois-ci là, par rapport aux autres bilans parce que, bon, j'ai eu un dégât d'eau il y a une couple de semaines et il y a une partie du montant de l'assurance là, qui est là-dedans que j'ai pas encore dépensé pour quelques meubles et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il est un petit peu plus élevé. Mon CELI est rendu à peu près à 126 000 $, donc j'ai mis 4 500 dans les 3 derniers mois, donc j'ai mis 1 500 $ par mois les 3 derniers mois. C'est mon virement automatique vers mon CELI. Le compte a augmenté d'environ 7 000 $, donc j'ai fait à peu près en rendement 2 500 $ là, dans les 3 derniers mois. J'ai pas réussi à mettre plus que 1 500 les 3 derniers mois pour le fonds, pour les projets court terme ou pour me gâter, là. J'ai eu un voyage à payer qu'on va faire en famille dans les prochains mois. Il a fallu que je le paye dans le mois de juin. Donc, j'ai pas réussi. Plus le dégât d'eau, bien sûr, là, qui a entraîné des coûts. Donc, j'ai juste mis le 1 500 les 3 derniers mois vers le CELI. Puis c'est bien correct, c'est le minimum que je veux virer à chaque mois. Donc, ça a été respecté. Mais j'ai pas réussi à en faire plus dans les 3 derniers mois. Tout ce que j'ai fait les 3 derniers mois, c'est rééquilibrer le portefeuille dans mon CELI pour m'assurer que les ratios de ma stratégie sont respectés.
Mais en avril, il y a un 1500 qui est plutôt allé vers les titres individuels et j'ai investi en avril là, ce 1500-là dans InMode, INMD. Le reste, ça a été, en mai et en juin, ça a été vers les FNB indiciels. Donc, parlant de FNB indiciels, mon CELI est composé à 70% de FNB indiciels canadiens, qui suivent pas le Canada, mais c'est les produits, je les paye en canadien. Donc, le premier qui doit représenter, puis là, je vais changer, vous allez voir que les pourcentages ont changé parce qu'avant, je vous présentais le pourcentage du FNB dans le 70% des FNB. Donc, exemple, XUU, avant était à 50% du 70%. Là, je vous le présente dans le format, le pourcentage par rapport au CELI complet. Donc, vous allez voir, au lieu d'être à 50%, par exemple, pour le marché total américain XUU, il est à 35%. Pourquoi j'ai changé les pourcentages? Parce que j'ai ajusté mon outil de répartition d'actifs Excel et ça me permet maintenant, j'ai écrit dans une case, bon, mais ce mois-ci, j'ai 1500 à investir et ça m'écrit automatiquement à droite ce que je dois vendre et acheter pour rééquilibrer mon portefeuille. Donc, c'est vraiment génial, mais pour faire ça, il fallait que j'ajuste le pourcentage au CELI complet et non pas par rapport à leur partie dans la portion FNB. Là. Donc, XUU, marché américain, 35%, je le respecte. XIC, qui est le marché canadien, 10,5% de mon CELI, je le respecte. XEF, le marché international, 21%, je le respecte. Et VEE, 3,5%, je le respecte également. Donc, la rééquilibration a été faite il y a une semaine. Là, donc, tout se passe bien de ce côté-là. Donc, vous le savez, là, tout ce qui est FNB dans mon CELI, ça me prend pas bien de temps. Je me connecte 2-3 minutes là, à la fin du mois. Je fais le mien, celle de ma conjointe, celle de mes filles dans le RE, puis c'est réglé. Par contre, j'ai une partie de mon portefeuille qui me prend un petit peu plus de temps et c'est la partie titre individuel. Donc, j'ai 25% de mon CELI qui est dans des actions individuelles et j'ai l'objectif de garder ces actions-là sur le long terme. Donc, actuellement, à mon nom, j'ai 7 titres en ordre d'importance. Donc, le titre qui prend le plus de place, c'est InMode, INMD. J'en ai ajouté en avril, comme j'ai mentionné précédemment. Ensuite, c'est NetEase, NTES, Regeneron Pharmaceuticals, REGN. J'ai Ulta Beauty, qui est rendu 4e position, qui était 5e parce qu'il a il y a eu des bons rendements dans les dernières semaines, mois. Ensuite, Alphabet, Google, Parex Resources, PXT.to, et ensuite Medifast, MED, à la toute fin. Salut, ici Xavier Courchaine, fondateur de l'entreprise Zéro Frais de Gestion. Mon but dans la vie, moi, c'est d'aider les gens à devenir des investisseurs autonomes en bourse. Je viens tout juste de lancer ma nouvelle formation « Deviens investisseur autonome en 14 jours ». Cette formation-là regroupe toutes mes connaissances des 6 dernières années d'études en finance, d'investissement autonome et d'avoir lu tous les livres possibles sur les finances personnelles. Dans cette formation-là, je te prends littéralement par la main pour que tu deviennes un investisseur autonome à succès. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu as seulement à m'écrire un message sur l'une de mes plateformes dans les notes de l'épisode. Quand je rencontre les gens pour les accompagnements, puis je leur partage mon Disnat là, pour comprendre comment utiliser tout ça, vendre, acheter, utiliser les outils qui sont proposés, mon CELI, il y a plein de lignes. Là. Parce que j'ai 4 FNB, mais j'ai aussi 7 actions. Puis en plus, ben, j'ai exécuté, FEQT pour ma plus vieille et ma plus jeune, pour bien distinguer qui est acquis. Qu'est-ce qui est acquis plutôt? Puis j'ai aussi des actions individuelles que le parrain achète à ma plus jeune. Donc c'est bien compliqué, mais en gros, c'est 4 FNB plus 7 actions individuelles. Et j'ai également 2 FNB de crypto-monnaie parce que 5% de mon CELI doit être dans la crypto-monnaie. J'ai 4% dans le FNB de Bitcoin BTCX et 1% dans le FNB d'Ethereum ETHX. Donc, c'était ça pour le REER qui est un petit peu plus complexe. Là. Le CELI plutôt. Le REER, c'est assez simple. J'ai 4 FNB. Et en ce moment, j'ai 70 800 à peu près là, dans mon REER. J'ai rien mis de l'année. Ça a augmenté environ de 3 000 $ depuis les 3 derniers mois. Donc, j'ai fait 3 000 de rendement. Et j'ai 35% dans VOO, qui est le SP500. 20% dans QQQ, qui est le Nasdaq. 30% dans VXUS, qui est international. Et 15% dans AVUV, qui est les small caps, là, les petites capitalisations américaines. Donc, tous ces pourcentages-là sont respectés parce que j'ai rééquilibré le tout également là, la semaine passée. Mes REER sont en US. On me demande pourquoi, des fois, là, quand j'accompagne des gens, pourquoi mes FNB dans mon CELI sont en canadien. Puis REER US, c'est parce que j'avais transféré un gros moton à m'amener dans mon REER quand j'avais fermé mon compte avec IA. Puis j'avais utilisé la méthode Norbert Gambit pour ne pas payer de frais de conversion. Donc, j'avais trouvé ça avantageux.
Mais après ça, je m'étais dit que ça valait peut-être pas la peine là, de le faire tout le temps à chaque fois que je vire de l'argent à chaque mois. Donc, j'ai fait un gros montant à m'amener en REER. Puis chaque fois que je vais mettre du REER dans le futur, ça va être des gros montants en décembre probablement ou janvier. Donc, ça va valoir la peine de le faire, mais je le fais pas partout. Donc, c'était pour expérimenter. Les frais de gestion sont plus bas, les FNB américains. Donc, ça vaut la peine si tu fais la méthode Norbert-Gambit, mais c'est pas quelque chose que je recommande pas du tout. Pas que c'est négatif, c'est juste que ça prend un petit peu de temps et tout, là, donc c'est à vous de voir. REER collectif, je l'ai ajusté la semaine passée, donc j'ai reçu le document pour la mise à jour, donc il est maintenant à 105 500 environ. Donc, c'est environ 11 000 $ de plus que l'année passée. Je prends aucune décision de mon REER collectif à l'université. Là, je cotise le maximum permis, mon employeur accote ça, puis j'ai rien à gérer, donc il est à peu près rendu à 105, 106 000. Le RE de mes filles en capital, donc l'argent qui m'appartient, c'est 40 000 $. Le RE total de mes filles est à peu près maintenant là, à 86 000. Donc, ils ont à peu près 46 000 là, à elles qui leur appartiennent pour leurs futures études. C'est placé dans XEQT et GEQT à peu près 50% chaque. J'ai 0 $ dans mes comptes non enregistrés. Je suis pas rendu encore là parce que les gains dans les comptes non enregistrés sont imposés. Donc, c'est le dernier compte que je vais remplir. Ma maison, la moitié qui m'appartient vaut 325 000. L'auto, à peu près 23 000, 22 680. L'immobilier, j'ai rien. Et le prêt privé que je teste une plateforme en ligne depuis quelques années, 1294 $. Donc, j'avais mis 1000 $, là, il y a à peu près quoi maintenant? 4 ans peut-être? 3 ans? Donc, ça a monté, je pense que je fais du 13-14% là, en moyenne sur cette plateforme-là, mais c'est imposé bien sûr parce que c'est dans un compte non enregistré, fait que ça ressemble pas mal à ce que je fais dans mes autres comptes. Donc, le total de mes actifs, on se rapproche du 700 000 $, on est à 697 400 environ. Mais j'ai des passifs aussi. Le seul passif, donc j'ai rien sur ma carte de crédit, j'ai rien de prêt. Ma seule dette, en fait, en ce moment, c'est mon hypothèque, qui est à 60 559. Puis là, je me suis mis une petite note, là. Maudit que ça descend pas vite, une hypothèque. Il me semble que le 3 mois, j'ai regardé, j'étais à 61 000 quelque chose, puis j'étais à peu près 1000 $ en dessous après 3 mois. Ça descend pas vite, mais bon, c'est ça, l'hypothèque. Donc, mon passif, c'est ça, c'est 60 600 à peu près. Là. Donc, mon actif net, quand j'enlève mon hypothèque à mes actifs que j'ai présentés tantôt, ça donne à peu près 637 000 $. Et ça, dans les 3 derniers mois, ben, c'est une augmentation de 3,7 %, ce qui est bien. Et mon portefeuille net, donc ce qui est liquide, j'enlève ma maison, ma voiture, tout ça. Là, si je vendais tout, qu'est-ce que j'aurais dans les poches? Pas si je vendais tout, ça c'est l'actif net. Si je vendais juste ce qui était liquide, ben j'aurais à peu près 350 000 $, là, ce qui est une augmentation de près de 7 % depuis les 3 derniers mois, ce qui est vraiment génial. Mais ça inclut mes cotisations. Là. Donc, c'est pas 7 % de rendement dans les 3 derniers mois, c'est vraiment mon portefeuille a augmenté de 6,8 là, pour être plus précis, 6,8 % depuis 3 mois. Donc, c'est la conclusion du bilan. Là, ça ressemble pas mal tout le temps à ça, mais il y en a plein qui m'écrivent que ça les intéresse, donc je continue de le faire. Prochain épisode, jeudi prochain, un sujet libre. Donc, je vais comparer REER versus CELI, le combat ultime. Donc, on va comparer qu'est-ce qui est le mieux selon différentes situations. Et ce jeudi, 20 autres compagnies que je vous présente qui n'ont pas passé la première étape dans mon outil d'analyse. Dans les prochaines semaines, on va retomber là, à mon nouveau top 20. Mais on termine cette semaine et la semaine prochaine là, des compagnies que j'avais analysées en mars 2025 qui avaient moins bien performé dans mon outil, mais qui demeurent quand même parfois des entreprises là, intéressantes d'un point de vue fondamental. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. N'oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Comme je le dis depuis un petit bout, je ne suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.